Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573, et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à notre rapport au travail, à la productivité, à l'efficacité, au travail. Mes deux invités sont avec moi. Ils sont tous enseignants, éducateurs, formateurs. Et je vous remercie, mes chers invités. Commençons cette deuxième partie par ce que le Burkina Faso a décidé en janvier dernier, en rebaptisant le ministère de la fonction publique et du travail, ministère des serviteurs du peuple, avec comme exigence de la part du président de la République, plus jamais aucun Burkinabé ne doit se rendre dans une administration et s'entendre dire revenez dans 2 semaines parce que nous ne pouvons pas vous satisfaire maintenant. Parce que le président dit, vous êtes là pour servir le peuple, vous êtes les serviteurs du peuple, le travail doit être fait et bien fait et vous devez justement faire le travail pour lequel vous êtes payé. Et si finalement, professeur, c'était l'absence de sanctions et de rigueur qui explique ce rapport flexible que nous avons. Oui, le problème évoqué par le Ibrahim Traoré, le Sénégal l'a traité d'une autre manière. Hein, oui. Et il a fallu tout simplement numériser avec une géolocalisation. Alors, vous avez votre, comment dit-on, pièce d'identité illico presto, la délivrance de l'acte de naissance, etc. Donc, on ne touche plus l'argent. Oui. On touche plus dématérialisation, voilà, on va dématérialisation dire. Effectivement, alors, de l'administration. Je reviens sur le... Sur quel point, professeur, voulez-vous revenir? Quand même, laissez-moi avancer. Parce que oui, je sais. Parce que je crois que nous n'avons pas été exhaustifs. Allez-y, dites-nous sur quel point vous voulez revenir. Il y avait le problème qui avait été évoqué, ce qui était d'accord de l'adéquation de la formation rapport au marché de l'emploi. Et après, le niveau de formation... le nombre d'ingénieurs formés ou des techniciens formés par rapport à la chaîne de production. Et bon, en ne retenant que ces deux aspects-là, le troisième aspect, qui était en fait le local content, comment on fait venir en fait des personnes de l'étranger qu'on paye à des niveaux de salaire beaucoup plus élevés, alors que qui sont en fait les nationaux n'ont pas ce niveau de salaire. Alors les niveaux de salaire, je vous l'ai dit que en fait le rapport au salaire est une variable assez importante. Bien sûr. Elle est assez importante parce qu'elle permet effectivement la motivation. Bon, mais en économie. Parce que vous avez soulevé le problème tout à l'heure, c'est le problème effectivement de la productivité de la main-d'œuvre. On ne doit pas rémunérer effectivement au-dessus de la productivité de la main-d'œuvre. Il faudra pouvoir, c'est une loi économique, de la loi, on le démontre en microéconomie, que effectivement, c'est au niveau, si les gains obtenus sont supérieurs à la productivité, alors à ce moment-là, le salaire peut s'entendre. Mais si les gains sont nettement inférieurs et que la productivité, je rémunère à la productivité, j'ai une perte de salaire. Bon, non, j'ai une perte de revenus, enfin, une perte de profitabilité. Bon, sans rentrer dans le niveau technique, dans ce niveau technique et microéconomique, il est essentiel, n'est-ce pas, de dire, mais les agents économiques qui se comportent de manière non efficace, c'est qu'ils ont des préférences. Ils ne sont pas si idiots que ça. Et qu'est-ce qui fait que finalement, n'est-ce pas, bien qu'ils aient été formés, ils n'atteignent pas les niveaux de productivité. Moi, j'ai l'exemple de constater, par exemple, au Bénin, que je peux citer, quand, dans le cadre de l'université, il y avait bien des agents de sécurité qui étaient devant la porte, mais les gens étaient obligés de pointer, mais quand vous prenez l'environnement où il pleuvait,
n'est-ce pas? Le type doit arriver, les routes ne sont pas goudronnées, et, etc. Et puis, il y a une diminution de salaire en lui disant que tu n'es pas venu à l'heure, n'est-ce pas? Et qu'il n'a pas de moyens de pouvoir... Oui, on ne peut pas simplement isoler le problème du travail, il faut regarder qu'est-ce qui se passe tour à tour au niveau de l'écosystème. L'écosystème. Mais parlons justement de l'écosystème, c'est important. Oui, de l'écosystème. Professeur, pour que ceux qui nous suivent comprennent les problématiques que vous évoquez. Voilà. Vous dénoncez, en tout cas c'est ce que je semble constater, la différence de traitement en termes salarial entre les nationaux et les étrangers. Professeur, on sait tous que un État, pour embaucher quelqu'un, exige d'abord que vous ayez la nationalité, que vous soyez un national d'abord. Donc, on exclut les fonctionnaires parce que pour travailler en tant que fonctionnaire pour un État, il faut avoir la nationalité du pays. Donc, la problématique que vous évoquez ne concerne que les entreprises. Se pose une question pratique. Vous qui avez été à Dakar, comment voulons-nous qu'à Abidjan, on paye le même salaire à l'Ivoirien qu'au Sénégalais, au Guinéen et au Béninois? Quand on sait que l'Ivoirien qui est à Abidjan et qui a ses parents à Bassam, quand ses parents ou sa famille, il y a un problème dans la famille, il a juste 30 minutes, ou bien même, il n'a pas besoin d'acheter un billet d'avion pour aller en famille, alors que le Guinéen, qui est expatrié, qui peut-être a laissé sa famille derrière lui, c'est logique. Monsieur Richard Togbé, c'est logique quand même, non? Monsieur, je me suis mal fait comprendre. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut constater comment les salaires africains ont évolué depuis la période coloniale à la modernité. Si vous prenez par exemple le cas du Bénin, le SMIC est resté pendant plus de 20 ans à un niveau de 50 000 francs CFA. D'accord, oui. Il faut être sérieux. Pas seulement le Bénin, ce niveau-là, c'était au niveau de la OEF. C'était au niveau de la OEF et donc le salaire n'a pas varié. Quand nous avons accédé à la magistrature, à l'indépendance, les responsables politiques n'ont pas regardé le problème du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Et ils ont continué sur la même tendance. Alors, puisque les gens sont des agents économiques rationnels, il était nécessaire qu'ils trouvent à un certain moment la façon de pouvoir gagner de l'argent. Alors, ça a eu un impact sur la productivité. Bien sûr. C'est un constat. Je suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est un constat. Il faut le regarder, n'est-ce pas? Donc, si nous désirions avancer, il ne s'agit pas de dire que le salaire du Sénégal sera celui du Bénin, parce que chaque niveau pays a sa réalité et le niveau de pouvoir d'achat. Absolument. Bon, mais il est nécessaire de conduire des études économiques, des études sociologiques, qui permettront l'ajustement au niveau des salaires et qui va permettre également, à partir de ce moment-là, de pouvoir prendre des décisions draconiennes si les gens ne respectaient pas le cahier de charges qui était défini. C'est ce que je voudrais dire et il est important de pouvoir le dire. Bon, je rebondis dessus justement par rapport à ce La question de la disparité salariale. Non, j'adore ce débat-là. Parce que quand vous m'avez envoyé le sujet, je sais que c'est un débat qui est large, qui concerne nos problématiques sociétales en profondeur. Donc, comme il est revenu, c'est-à-dire, moi, j'aimerais même qu'on finisse l'émission sur ce cas Dangote et le rapport, de l'Africain par rapport au travail. Et je suis d'accord avec lui, vous me connaissez, j'aime pas qu'on coupe les choses de ce genre-là. Parce que là, nous sommes sur une problématique essentielle pour le fonctionnement de la société africaine. Qu'est-ce qui se passe chez Dangote? Je mets pour l'instant le problème de salaire de côté parce qu'on n'a pas parlé de certaines choses. J'ai parlé de l'inadéquation là, c'est-à-dire l'inadéquation entre les formations, c'est-à-dire que les Africains, la majorité, c'est-à-dire tout ce que Dangote a embauché, ce ne sont pas uniquement des gens qui ont fait leurs études à l'extérieur. Non, bien sûr. Il faut d'abord commencer par parler, du système éducatif. Ensuite, voir le système productif qu'on a mis en place. Comment est-ce qu'il fonctionne par rapport à l'écosystème dont il a parlé là tout à l'heure. Donc, partant de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, que vous avez une inadéquation entre la conception du travail de l'Africain et la conception du travail de l'Occidental. À partir de là, si vous me prenez les critères, comme je dis souvent, si vous me prenez les critères, occidentaux pour aller les plaquer en Afrique, évidemment, vous allez vous retrouver avec des gouffres pas possibles, que ce soit la productivité ou ce que vous voulez. D'autant plus que les technologies qui sont utilisées par Dangote, c'est vrai qu'il a trouvé les gens. Oui.
Il a trouvé des gens et il les a embauchés. Mais maintenant, là où je peux vous suivre, c'est votre rapport au travail dont vous parlez là tout à l'heure. Parce que l'Africain, généralement, quand il s'agit de travailler, c'est-à-dire il y a un manque de patriotisme que j'arrive pas à comprendre. Absolument. L'Africain vit chez lui comme s'il vivait à l'étranger. Oui. C'est pour ça que j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Oui. L'Africain vit chez lui comme s'il vivait à l'étranger. Oui. Hein? On a l'impression que, si vous voulez, le bonheur se retrouve à l'extérieur. Alors que c'est complètement faux. Les autres viennent, ils nous prennent ce que nous avons, hein? Et nous regardons, si vous voulez, à l'extérieur. Et ça, c'est l'organisation sociétale aussi qui conditionne ça. Parce que quand vous avez quelqu'un qui part, c'est-à-dire vous partez avec 2 projets, vous avez, comment dirais-je, un expatrié qui arrive avec son projet. Il est priorisé par rapport, comment dirais-je, à l'Africain qui est sur place. Ça sont des logiques sociétales qui touchent les individus dans la société globale. Il faut y penser. Donc, ça demande une organisation administrative efficiente qui permette en sorte que, justement, l'individu, quand il se sent, Richard, l'individu, quand il se sent valorisé dans son poste de travail, il ne va pas jouer, comment dirais-je, au fainéant. Mais est-ce que ça veut dire, Jean-Marie Bitobo, et votre réponse va... Oui, je voudrais dire... sachons raison garder. Et si vous prenez un processus technologique, ce que vous venez de dire ne fonctionne pas forcément. Parce que, par exemple, vous savez, la Chine a commencé à faire des délocalisations parce qu'il ne devenait plus rentable chez elle, par exemple, d'être dans l'industrie de la chaussure. Donc l'industrie de la chaussure, la Chine l'a externalisée vers l'Éthiopie. Donc là, c'est un travail à la chaîne. Hein. C'est un travail à la chaîne qui se fait. Lorsque le travail est à la chaîne, vous êtes dans des conditions où là, vous ne pouvez pas tricher parce que la rentabilité... Absolument. Non, pas la rentabilité, la productivité est au rendez-vous. Non, laissez-moi chuter. Oui. C'est pourquoi je dis qu'il y a des conditions où on ne pourra pas énoncer de manière générale un théorème qui s'appliquerait à tous les cas. Il faudrait pouvoir regarder que dans certains cas, le processus productif contraint le niveau de productivité. C'est vrai. D'accord ? Surtout s'agissant du travail industriel ou manuel ou mécanique. D'accord. Mais où vous avez raison, c'est dire que y a-t-il un patriotisme chez l'Africain ? Et c'est ce que j'étais en train de mettre en évidence par une analyse sociologique. Moi, je crois que la variable explicative serait en fait le niveau de rémunération du salaire. Et moi, mais professeur, excusez-moi. Allez-y. Nous explorons. Absolument. Nous explorons. C'est un brainstorming. Hein, le fonctionnaire camerounais, mais j'aurais pu dire béninois, togolais ou congolais, qui à 15 heures est assis dans un bar, alors que l'heure du déjeuner est passée et qu'il est censé être dans son bureau jusqu'à 15 à 18 heures, c'est parce qu'il est mal payé. Ça, c'est une question qui n'est pas simple. Si vous voulez, on ne peut pas donner une réponse simple, Richard. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'il y a la prise de conscience de la notion de travail. Cette prise de conscience-là, nous l'avons toujours eu en Afrique. Et c'est là où c'est regrettable, dans la mesure où, quand on parle sociologiquement, sociétalement parlant, je vous prends par exemple la charte du Mandé du Kurukan Fuga. Vous la lisez, d'accord ? Elle est basée sur quoi ? Le respect de l'individu par du travail. Oui. Les 2 plus grandes communautés que vous avez dans la charte du Mandé, c'est, comment dirais-je, la confrérie des chasseurs et la confrérie des forgerons. D'accord ? Pour chasser, il faut aller travailler, il faut aller chercher, c'est du travail. Absolument. Le forgeron, c'est-à-dire qu'il est dans la partie industrielle. Oui, donc vous ne trichez pas là. On ne triche pas. Donc le travail est consubstantiellement lié, si vous voulez, à notre organisation sociétale. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté avec vous tout à l'heure sur la dimension historique. Parce que nous allons nous mettre à analyser le système, comment dirais-je, occidental. On se dit que oui, ça ne fonctionne pas chez nous. Donc, à partir de là, nous devons analyser la notion de la valeur travail, comment dirais-je, anthropologiquement chez l'Africain.
parce qu'elle a toujours existé. Nous avions des sociétés qui étaient très, très bien organisées. Absolument. Quand je parle, comment dirais de la charte du Mondet, du Kourougan-Fouga, sont des choses qui datent de 1250. D'accord. Totalement donc, d'accord. à partir de là, nous devons accompagner notre société. Et mon collègue a dit quelque chose de très, très important là tout à l'heure, la dimension de la colonisation. Parce que l'Africain, on nous dit toujours non, vous externalisez toujours vos faiblesses par rapport aux autres. Mais une autre dimension qui a été scientifiquement prouvée, Laquelle? dont les gens ne parlent pas, c'est que l'Africain, par rapport à la colonisation et à l'esclavage, c'est-à-dire ce sont des choses qui restent dans l'ADN, ça rentre dans notre ADN. Donc quand vous avez été traumatisé dans votre vie, les gens n'ont qu'à aller regarder, il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. D'accord. Donc on rentre dans une autre dimension qui est tellement... allez-y, chers collègues. Je voudrais vous dire, l'Africain n'a pas... horreur du travail. Par exemple, vous pouvez prendre plusieurs langues. Je prends une des langues, par exemple, Mina. On peut dire dans le Mina Do et Niamey. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le travail qui constitue l'humanité, l'homme, n'est-ce pas? Donc, les adages de ce type-là sont des adages très forts. Parce qu'il faut nuancer. Et comment? Et ce que vous venez de dire, oui. Moi qui suis aussi par hasard locuteur minant, ça signifie tout simplement, tu es quelqu'un quand tu as du travail. Non, ça ne veut pas forcément dire tu es quelqu'un quand tu fais bien ton travail. Écoutez, bon, et puis il y a une grande différence. As-tu du boulot? As-tu un boulot? Là, tu es quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Après, comment tu fais ce travail, ça c'est encore autre chose. Moi, je veux te dire comment moi je l'ai compris. C'est lui qui a raison. Dans la mesure où il parle de la dimension, comment dire, sociétale du travail. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui valorise l'individu. Ce n'est pas demander à quelqu'un est-ce que tu as un travail, est-ce que tu n'as pas. C'est le socle de la société. Absolument. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Ok, nous risquons. C'est comme ça. Si l'introduction de cet adage semble poser problème, je le retire. Donc passons à autre chose. Non mais je complétais. Non, moi je suis dit. Et vous savez, de toutes les façons, on a incité. Si vous regardez les histoires africaines, les parents, etc., on nous a incité à aller à l'école parce qu'on savait que finalement, il est important de devenir quelqu'un, de travailler, etc., etc. Voilà. C'est pas pour faire les choses, ne pas travailler. Mais je voudrais revenir sur l'observation que vous avez faite entre toujours l'adéquation de la formation et l'employabilité. Exactement, et surtout par rapport à nos nécessités sociétales. Oui. Mais il ne s'agit pas tout simplement de former pour former. Si vous permettez, on me signale que le temps que vous avez imparti pour la deuxième partie est passé. On marque une coup de pause. Oui, alors ça va prendre quelques secondes. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de notre émission. C'est très difficile. Bon, ok. Je sais. Professeur, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à notre rapport au travail, à la productivité et à l'efficacité au travail. Et professeur David Assiba Johnson, vous aviez la parole quand on marquait la coup de pause, et je vous la redonne pour que vous poursuiviez votre réflexion. Oui, je voudrais rapidement dire que la productivité du travail en Afrique, elle est la plus faible de par le monde. Et il faut le reconnaître, oui. C'est évident. Mais les causes, il y a d'abord aussi la formation des hommes par rapport aux technologies, le choix des technologies, il y a plusieurs problèmes, etc. Mais ce qui importe le plus, c'est de poser le problème et de procéder à une analyse réelle, parce que ces analyses-là n'ont pas été menées. Jusqu'alors, on est dans un processus de dire, soit je fais du transfert de technologie, sans regarder quels sont les facteurs clés de réussite de ce transfert de technologie, n'est-ce pas? Après, ce qui est important aussi de souligner, moi je suis de ceux qui disent, au lieu de parler des facteurs clés de succès, il faudrait identifier plutôt les obstacles majeurs qui font que nous ne nous comportons pas, que la situation ou l'écosystème n'est pas comme les écosystèmes d'autrui. Mais pourquoi vous n'évoquez pas la question de l'absence de sanctions? Pourquoi vous voulez que je sois motivé, rigoureux au travail, quand au-dessus de moi, mon responsable hiérarchique fait autant ou fait pire que moi et qu'il n'y a pas de sanctions? J'ai parlé du fonctionnaire qui, à 15 heures, est encore au bar. Attendez, mais il n'y a pas de sanctions. Non, mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas de sanctions. Ah ben si, il n'y en a pas. Bon, ça, ok, sûr. Très bien, vous l'avez dit. Bon, vous l'avez dit. Bon, on va essayer d'aller vite. Ce qui est assez important, il y a une sanction là au niveau de Dangote. Il a viré 1000 personnes, il a pris 2000 personnes. Voilà. Mais alors que ce n'est pas forcément la bonne attitude qu'il aurait pu avoir, il faut le savoir. Parce que sur 2000 personnes, 2000 Indiens, on peut regarder quel est le coût, etc. Et regarder s'il n'y avait pas une autre façon de procéder. Non, cher collègue, je suis sûr qu'il a analysé les facteurs dont vous posez sur la table. Ah bon, d'accord. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure là qu'il a quand même perdu 45 milliards. C'est vrai. Oui. Mais oui. Moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Oui. Je ne crois pas que ça soit la solution optimale. La solution optimale, ce que je voulais dire là-dedans, vous savez, pour qu'il y ait une démarche inconnue de 45 milliards, il faut toute une chaîne. Hein. Il faut que ça aille depuis le poste jusqu'au gardien. Je reprendrai ça après. Alors non, mais il faut regarder, c'est toute la chaîne. Richard adore. Alors, si ça va du poste jusqu'au gardien, vous voyez ce qu'on a pu distribuer au passage. C'est ça. Quels sont... Et voilà. Donc, non. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il va falloir former à l'éthique, à la fois à l'école, à la fois dans les universités, puisque même dans les affaires, ici, on parle de l'éthique des affaires, parce que aussi il y a des vols permanents. Nous l'enseignons dans nos cours. Oui, l'éthique des affaires aussi. Donc, il faut travailler. Mais la question, je ne pense pas que nous pourrons répondre ici, qu'est-ce qui fait que les Africains ont un rapport au travail assez particulier? Moi, j'ai avancé. Il y a la dimension que mon collègue a avancée, qui était la dimension anthropologique, ne pas négliger, mais j'ai avancé que l'esclavagisme, le colonialisme a laissé des strates et sa rémanence, si bien qu'on se dit que non, quoi. C'est-à-dire... on n'a pas une joie de faire cela. Et si c'est accompagné, effectivement, des salaires qui ne soient pas à la hauteur, ça ne fait que exponentialiser le vol, la baisse de productivité. On va avancer dans cette émission. Votre propos est très clair. Jean-Marie Bitomo. Prenons cet exemple qu'on peut retrouver dans pratiquement tous les pays du continent, dans des villages du continent. Les habitants d'un village interpellent un député de la région qui passe par là et lui demandent pourquoi l'État ne nous construit pas une école. Nous avons besoin d'une école dans ce village, ne serait-ce qu'une salle pour éduquer nos enfants, etc.
le député prend acte et promet effectivement revenir une autre fois et voir comment concrétiser l'idée. Puis il y a quelqu'un, il se dit pasteur avec une Bible, il vient là, et il a dit, mais il faut construire une église. Parce que si vous ne construisez pas l'église, vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu, etc. Tout le monde s'est mis au travail. Au bout de quelques jours, il y a une jolie église au milieu du village. Comment? Bon, Non, Richard, est-ce que ça ne vient pas? Vous parliez de la colonisation, de la question de l'État, du rapport que nous avons à l'État. On se dépossède de nos capacités alors qu'on est capable de faire. La problématique que vous posez, elle est très très importante. Oui. Sociétalement parlant, c'est pour ça que j'ai voulu que nous restions dans cette partie-là comme mon collègue, c'est-à-dire qui est très très important. Oui, c'est ça. Vous savez, l'Africain a toujours raisonné par rapport à son environnement immédiat. D'accord? Par rapport à son environnement immédiat, quand vous parlez du pasteur, ça veut dire que vous nous prenez maintenant la dimension anthropologique qui nous a amené une anthropologie qui est externe à nos... C'est ça. D'accord? Donc, quand vous me dites ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est que n'oubliez pas la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure. Mon collègue a bien compris ça. C'est lui d'ailleurs même qui m'a poussé à aller vers ce sens-là. C'est-à-dire que c'est très, très, très difficile à expliquer aux gens la dimension anthropologique dont je parle là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est qu'on a promis aux gens que vous avez quelqu'un d'autre qui viendra à votre place venir solutionner vos problèmes qui sont solutionnables par la valeur fondamentale travail, qui est la valeur essentielle de la société africaine. Et ce quelqu'un s'appelle l'État. Voilà. Quand l'État, si vous voulez, laisse... Moi, je vois une chose. Nous sommes en France, nous le savons tous. Comment est-ce que s'est construite la République française? D'accord? L'État, c'est-à-dire en but, si vous voulez, à ces revendications-là, qui étaient des revendications qui faisaient en sorte que on se posait la question de savoir, mais l'individu, le citoyen français, qui est-il? Donc l'État a dit à un certain moment, bon, ok, puisque c'était l'Église qui dirigeait tout, vous le savez aussi bien que moi, l'Église qui dirigeait tout. Donc à un certain moment, on se dit que non, il faut que l'État se sépare de l'Église. 1905. Voilà, c'est à partir de là, vous savez pourquoi cette décision-là arrive, Richard? Elle arrive tout simplement pourquoi? Parce que la productivité du travail dont il a parlé tout à l'heure n'était pas celle qui était escomptée par les entreprises. Parce que l'individu était encore, si vous voulez, dans ce camisole-là religieuse qui faisait en sorte que il est beaucoup plus préoccupé d'entendre que vous aurez un sauveur, un messie qui viendra, comment dirais-je, résoudre toutes ces problématiques en mettant de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur centrale de la société africaine qui est la valeur travail. Je ne dis pas la valeur du travail, je dis bien valeur travail en tant qu'économie. D'accord? Donc cette valeur travail-là étant fondamentale, dès qu'on amène le néocolonialisme dont mon collègue parlait là tout à l'heure, il a fallu des siècles, c'est-à-dire pour qu'on pénètre nos sociétés. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette pénétration-là s'est faite par la force, par la violence, une violence inouïe. Oui. Ouais. Donc, à partir de là, toutes ces choses-là, on va nous traiter de fainéants et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai parlé là tout à l'heure, j'ai posé la charte du programme. Ce n'est pas de la fainéantise. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est-à-dire qu'on nous a détournés de ce que nous étions. Richard, vous et moi, nous sommes métis là, tout ce que nous sommes. Le travail forcé on nous a toujours dit que nous, l'Africain, c'est-à-dire, était fainéant. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire moderne nous démontre quoi? Nous démontre des choses qui sont incompréhensibles et qui sont même incroyables pour l'Africain. C'est l'Africain qui a construit les États-Unis que nous voyons aujourd'hui. C'est l'Africain qui a construit tout ça. Mais personne n'a dit que l'Africain était fainéant. C'est bien au contraire, parce que l'Africain est résistant et productif, qu'il a fait l'objet du commerce triangulaire. C'est pas uniquement de la résistance, il y a l'intellect qui est aussi là. Absolument. Donc la résistance, c'est pas... Parce que quand on parle de nous, on parle uniquement de l'aspect physique. Ça veut dire quoi? On regarde les sportifs. Bon, pour travailler dans les plantations de canne à sucre, il ne fallait pas philosopher. Oui, je suis travailler dans les champs de coton, il fallait physiquement vigoureux, puis c'est tout. Tu as raison là-dessus, Richard. Oui. Mais ce que je veux te faire comprendre ici, là, c'est savoir que l'Africain est capable de faire... Il a fait mieux, c'est pas qu'il est capable. Il a fait mieux bien avant tout le monde, chers collègues. Vous savez aussi bien que moi, il a fait mieux bien avant tout le monde, mais tout a été détruit.
Mais vous ne comprenez pas cette dimension historique-là. Maintenant, il nous faut repartir de zéro comme si nous n'avions rien fait. Chose qui est complètement fausse. Oui, tout simplement. Professeur, voilà. Et la solution, c'est quoi? À chaque fois, ça allait vite en besogne que de vouloir dicter une solution. Je vous ai dit, la solution, c'est d'abord une analyse sociologique. L'analyse sociologique, elle commence par une rétrospective historique. Vous l'avez faite, hein? Ouais, on est d'accord pour identifier des variables qui ont un impact les plus importants sur nos comportements d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et à partir du moment où ce travail a été fait, il en résulterait une feuille de route sur le modus operandi du comportement de l'Africain nouveau par rapport au travail. Mais cela dit, il est important de constater que lorsqu'on parle de productivité, la productivité dans la fonction publique et la productivité dans l'industrie privée n'est pas la même chose. On est d'accord. Dans la fonction publique, elle est d'un niveau moindre que dans l'industrie privée, etc. Donc ça aussi, il faut regarder. C'est pourquoi je crois que ce problème-là que nous avons évoqué aujourd'hui, ce n'est que tout simplement l'ébauche d'une réflexion longue. Une entrée en matière. On est d'accord. Parce qu'il y a vraiment du travail derrière à faire en identifiant des variables et pour travailler avec cela. Il y a une triste réalité que je m'avais évoquée pour terminer cette émission. Et là aussi, vous allez nous dire si c'est la colonisation et l'esclavage qui l'explique. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. L'Iran, c'est 230 000 ingénieurs chaque année. Oui. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. Oui. L'Afrique, c'est entre 200 000 et 400 000 ingénieurs chaque année. Vous me permettez de dire un mot? C'est la colonisation. Vas-y. Vous me permettez de dire un mot? Vous qui êtes formateur, qui avez formé des ingénieurs. On peut le faire. Ça, c'est un problème qui n'est pas trop difficile à résoudre. Oui. Et ce n'est pas difficile à résoudre. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul par rapport à ce que fait la Chine, ce que fait l'Iran en sortant de 230 000, parce qu'il y a les États-Unis. Et l'Iran sort beaucoup plus d'ingénieurs que la France. Oui, bien sûr. Il faut le savoir. Oui. C'est 2 fois. Oui. Et 2 fois le nombre d'ingénieurs français. Mais de là, plus que etc. tout un continent, 1,5 milliard. Mais non, et ce problème-là, même au niveau des États-Unis, c'était un problème pour dire qu'on constatait qu'il y avait l'abandon par rapport aux sciences. Ils ont considéré qu'il y a ce qu'on appelle le STEAM. STEAM, c'est quoi? En fait, science. S comme science, T comme technologie, E comme engineering, M comme mathématiques. D'accord. Alors, ça consiste à former fondamentalement au STEAM, et à partir, quand on forme sur les bases fondamentales, on peut justement essayer maintenant de dire, je vais former des ingénieurs en aéronautique, des ingénieurs en calcul de structure, etc., etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique? Le niveau de l'Afrique, c'est que comme le disait un de mes étudiants, il a dit, par exemple, il m'avait dit, mais écoutez, parfois nous avons des ingénieurs que nous avons formés sur le marché de l'emploi, ils ne trouvent même pas du boulot. Oui. Ah oui, il faut le dire. Ah oui, il y a des ingénieurs qui sont formés sur le marché de l'emploi, béninois, ils ne trouvent pas de boulot. Et même togolais, ils ne trouvent pas de boulot. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, je reviens encore là-dessus. Formés en quoi? Ça dépend, c'est ça la question. Non, des ingénieurs, par exemple, mécaniciens, ou des ingénieurs. Même en calcul de structure. Il ne trouve pas. Il ne peut pas trouver. Je vais chuter. Si vous êtes ingénieur des pompes, alors qu'on ne construit aucun pont dans votre, dans votre pays. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'était un débat que nous avons eu, qui était évoqué. Si vous êtes ingénieur des ponts, n'est-ce pas? Et vous êtes ingénieur de pont, et qu'on donne le marché aux Asiatiques, et que les Asiatiques viennent et ils posent comme condition que c'est ma technologie et ma rentabilité, etc. Vous ne pourrez pas être utilisé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vous restitue la parole, je disais qu'il était nécessaire que nous définissions l'architecture qui serait à la base
base de la construction de nos infrastructures avec le content local. Hein, le local content, c'est-à-dire le contenu local, de l'employabilité de nos ingénieurs, etc., etc. Donc, et là encore, le problème, c'est le problème stratégique. Où, en termes de vision, où désirions-nous aller et comment utiliser effectivement nos ingénieurs? C'est important ce que dit le professeur, sauf, comme je suis aussi un invité de mon émission... Ah, Richard. Bon, ok. Le professeur dit... Oui. Ceux qui viennent n'emploient pas nos ingénieurs. Mais c'est parce que nos projets, nous n'avons pas les financements pour nos projets. C'est pour ça que je disais... Et nous demandons des financements extérieurs et le financeur vient avec ses ingénieurs. Il y a une raison de plus de battre monnaie. Question pertinente là-dessus, Richard, il n'y a rien à dire. C'est ce que j'ai essayé de souligner là tout à l'heure quand on a commencé l'émission, à savoir l'inadéquation. C'est ça. C'est-à-dire les formations qui sont acquises sur le marché, sont-elles compatibles? On peut privilégier le marché du travail. Là, on est déjà sur le plan industriel, en tant que tel. Mais il nous faut d'abord asseoir un socle sociétal qui puisse satisfaire le maximum de la population. Oui, absolument. C'est-à-dire les conditions de vie. Mais malheureusement, comme je le rappelais souvent sur le plateau, c'est que nous manquons, c'est-à-dire nos dirigeants ne veulent pas prioriser les choses qui sont essentielles pour le pays. Absolument. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous prenez l'enseignement chez nous, le niveau de l'enseignement, on est axé, je ne sais pas moi, bon. Il me souvient, dans une émission que j'avais fait avec toi, tu me disais que quelqu'un qui vient, tu avais un ami qui vient faire une thèse en philosophie ou en littérature française. En lettres modernes, sur Balzac. Voilà. Sur Balzac, donc, en France. C'est à nos États, c'est-à-dire de mettre en place, de taper la main sur la table et de mettre en place des systèmes, comment dirais-je, d'orientation vers des filières. Vers des filières professionnalisantes. C'est même pas professionnalisant. Moi, je ne vais pas encore dans la profession. J'ai besoin qu'on me forme, que l'Afrique me forme, comment dirais-je, chaque année, 1 million, comment dirais-je, de maçons, 1 million, comment dirais-je, de chaudronniers, 1 million, comment dirais-je, de... C'est à ça qu'il faut arriver. C'est à ça qu'il faut arriver. Parce que mon collègue a parlé tout à l'heure de la notion de stratégie. Une stratégie industrielle, ce n'est pas quelque chose qui se bâtit, c'est-à-dire parce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire c'est quelque chose, il a parlé d'une notion qui est très très importante en économie. C'est-à-dire nous qui sommes économistes, vous avez le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais malheureusement, nos visions africaines, ou notre vision africaine globalement, à l'exception de quelques pays, cette vision-là, c'est toujours une vision court-termiste. Vous n'avez pas de prévision, vous n'avez pas de planification. Non. Même les pays dans lesquels, c'est-à-dire au sortir des indépendances, il y avait des planifications. Aujourd'hui, il n'y a plus ces planifications-là. C'est de la navigation à vue. Merci. Ouais. Merci. Et finalement, les solutions, on les connaît. On les connaît, les connaît, mais c'est la stratégie, c'est la vision, c'est la vision qui va aboutir à une politique industrielle qui permettra en fait effectivement de pouvoir résoudre le problème de l'emploi et du chômage et d'enraciner dans nos pays ces enfants qui meurent dans la Méditerranée et de permettre effectivement de réduire le niveau de l'importation et de consommer local. Et consommer local. Ouais, de consommer ça local. nous permet, voilà, en même temps, merci à vous, d'alléger nos balances commerciales qui sont tout le temps déficitaires. David Asiba Johnson, professeur des universités, mathématicien, vous avez enseigné l'architecture des systèmes complexes. Oui. On en parlera au cours d'une autre. Et le management stratégique. Et le management stratégique, on en a besoin. Jean-Marie Bitomo, vous êtes enseignant, économiste, chef d'entreprise et bien évidemment éditorialiste. Comme toujours, merci. Merci beaucoup, Richard, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.